peut-être que vous pourriez commencer l'introduction, Lydia, et comme ça fera venir le reste des participants. Allez, c'est parti. Alors, comme Laurent l'indiquait, je suis Lydia Bianchi. Nous sommes tous les deux spécialisés en droit des sociétés. Dans le cadre de notre activité, systématiquement, souvent, on propose à nos clients de constituer une société holding et systématiquement, on nous pose la question, mais pourquoi constituer une holding? Quels sont les intérêts? Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de partager avec vous quelques intérêts, quelques idées, quelques réponses qu'on donne à nos clients quand ils nous posent la question. Alors, la matière est complexe, non pas dans les principes juridiques qui animent ce qu'est une société holding, mais la matière est complexe parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de la holding, il y a beaucoup de manières d'avoir un intérêt à créer une holding. C'est pour ça qu'on va essayer d'être synthétique, comme je l'indiquais tout à l'heure. Il y aura sûrement un peu de frustration sur certaines thématiques, peut-être notamment fiscale, parce qu'il y a une grosse partie fiscale dans pourquoi créer une holding. Mais on a essayé en tout cas de le faire en 3 thématiques. C'est d'abord l'intérêt d'une holding dans la création d'une structure, un groupe de sociétés, l'intérêt de holding dans quels sont les services qui vont pouvoir être assurés par cette holding dans le cadre d'un groupe de sociétés. Et le 3e point, assez important aussi, c'est comment créer, gérer un patrimoine à travers une holding. La première des questions donc, que l'on peut se poser, c'est est-ce que la holding a un intérêt quand on veut créer un groupe de sociétés? L'exemple le plus simple, et on va partir d'un entrepreneur qui a déjà une activité avec sa société, qui a envie de créer une nouvelle activité, ou qui a envie de créer d'autres points de vente de l'activité qu'il a, de son activité principale. Est-ce que dans ce cas-là, il a besoin de créer une holding? Et Lydia, je crois que vous avez quelques éléments de réponse. Oui, tout à fait. On l'espère en tout cas. On peut en profiter peut-être pour oui, bien sûr. présenter. On va mettre un petit slide. Alors, pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça donne. Alors, effectivement, un des intérêts de constituer un groupe de sociétés, donc des sociétés opérationnelles qui vont être détenues par une holding, c'est que ça permet d'assurer une unité de contrôle des sociétés, notamment sur le capital. Lorsque le chef d'entreprise détient 100%, par exemple, ou la majorité du capital de la société holding elle-même détient la majorité ou 100% du capital des sociétés opérationnelles, le dirigeant a un pouvoir extrêmement direct ou indirectement, détient le pouvoir sur le contrôle sur le capital des sociétés opérationnelles. C'est-à-dire que seul, il peut décider d'autoriser ou de refuser l'entrée de nouveaux actionnaires. Il peut décider également de distribuer ou non des dividendes. Ça, c'est l'intérêt, donc le contrôle du capital, c'est une unité de contrôle du capital. Alors, c'est vrai que souvent, quand on présente cet intérêt, on nous pose la question systématiquement du coût. Alors, on ne s'inquiète pas, ce n'est pas parce qu'on est chez les avocats que ça coûte cher. Le coût, il est nécessairement mesuré. La partie la plus importante n'est pas la création de la structure sociétale, quelle qu'elle soit. Le plus important, pour nous en tout cas, est le conseil que l'on va apporter aux dirigeants d'entreprise pour savoir si la création de cette holding est faite au bon moment, dans la bonne forme et aux bonnes idées d'avenir, parce que on peut très bien considérer, si le chef d'entreprise a une volonté de cession à court terme, peut-être pas créer de holding ou créer une holding, nous le verrons plus tard. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour savoir si c'est la holding qui est la bonne solution pour créer un groupe. Peut-être que de tout laisser dans une seule société opérationnelle, cela pourrait suffire. Mais vous verrez au fur et à mesure du webinaire, il y a différentes questions. Donc, la réponse, puisque vous avez posé une question, est-ce que ça coûte cher de constituer une holding? Non, si effectivement on a cette capacité de bien orienter le client et que le client a ses idées claires sur ce qu'il a envie de faire. Oui, le coût immédiat peut également entraîner effectivement des économies par la suite. Donc, parfois, on mesure l'impact de l'économie avec le temps.
Donc là, j'ai parlé de l'unité de contrôle sur le capital. Mais effectivement, dans la structuration d'un groupe, il y a également, et c'est Laurent qui va un peu plus en parler, la constitution d'une holding permet une unité de contrôle dans la direction du groupe. Tout à fait. Deux approches. La première, c'est déjà pouvoir savoir quel type de structure une holding peut contrôler. Le plus classiquement, la holding devient la représentante légale des différentes sociétés opérationnelles. Si on maintient le schéma, on vous l'a laissé à l'écran pour que vous puissiez aussi le conserver. Ces sociétés opérationnelles auront comme représentant légal la holding. Ce n'est possible, c'est possible, dans toutes les sociétés, à l'exception des SARL, et être président du conseil d'administration ou directeur général d'une ESA. Ce sont les deux exceptions qui sont prévues par les textes, mais dans toutes les autres hypothèses, la holding peut être la dirigeante de la société. Donc, cette unicité créée par la holding de direction peut être utile. Mais elle est utile parce qu'il y a une notion de holding animatrice ou holding passive. L'holding passive, c'est la holding détient des titres, société opérationnelle 1, société opérationnelle 2, comme vous voyez à l'écran, c'est tout. Elle se contente finalement d'avoir de biens, on pourrait presque considérer de biens immobiliers, elle attend les rapports à travers les dividendes sans avoir une quelconque initiative dans la gestion de la société à proprement parler. La véritable utilité ou véritable intérêt de la holding dans ces cas-là, c'est de passer à ce qu'on appelle une holding animatrice. Holding animatrice, c'est donc une holding qui est représentante légale et qui, au quotidien, via le dirigeant de cette holding, va intervenir dans les sociétés, va permettre à travers de certains salariés qui sont dans la holding pour des fonctions transverses aux différentes sociétés opérationnelles, on parle de comptabilité, on parle de juridique, ces matières-là permettent effectivement à la holding de facturer, on le verra un peu plus tard, du management fees, mais ce qui permet de démontrer que la holding est animatrice. Intérêt pour un dirigeant d'entreprise, par exemple, si la holding détient des biens immobiliers qui permettent à la société opérationnelle, on est dans l'industriel par exemple, ou des bureaux, qui permettent à la société d'exploiter son activité, on est en dehors de l'IFI, ce qui permet effectivement d'écarter quelques impositions qui peuvent être pas forcément très sympathiques. C'était le cas aussi à l'époque quand c'était l'ISF. De la même façon, ça a un intérêt dans le cadre des plus-values, nous en reparlerons bien entendu, et pour une spécificité fiscale sur laquelle on ne va pas s'apesantir, mais le pacte du trade, la nécessité d'avoir une holding animatrice permet certaines économies d'impôts quand il y a une volonté de transfert des titres à ses futurs héritiers en leur donnant quelque chose un peu avant. Je pense que c'était ça, on essaye d'être encore une fois synthétique. Néanmoins, dans ces holdings, une fois qu'on a déterminé dans quel cadre la holding peut devenir dirigeante, il faut aussi savoir quelle est la forme sociale de la dite holding, parce qu'il peut y avoir un intérêt à choisir une forme sociale ou une autre, et surtout, il peut y avoir un impact important pour le dirigeant. Lydia, vous voulez nous dire un mot dessus, je crois. C'est ça. Donc, l'intérêt, le régime social du dirigeant, c'est une question effectivement qui revient très souvent, puisque on peut choisir la forme sociale de la société holding en fonction du régime social du dirigeant. Vous le savez sûrement, il y a deux régimes. Soit vous êtes dirigeant et assimilé salarié. Assimilé salarié, ça veut dire quoi? Vous allez payer plus de cotisations sociales, mais vous serez mieux couvert. Ça, faut le savoir quand même. On paye plus, mais on est mieux couvert. Et vous avez la possibilité de déduire ces 10% de votre revenu imposable, c'est déduire les frais imposables pour compenser vos frais professionnels. L'autre possibilité, c'est vous êtes soumis au régime des travailleurs non salariés, le TNS. Là, vous payez effectivement beaucoup moins de cotisations sociales, mais il faut savoir, il ne faut pas oublier, vous êtes moins bien couvert. Alors, par exemple, ça, on ne le choisit pas. C'est la société sociale, la forme sociale de la société qui va déterminer. Par exemple, si vous êtes président d'une SAS, le président d'une SAS, il est assimilé salarié. Si, à contrario, vous êtes associé majoritaire, gérant associé majoritaire d'une SARL, dans ce cas, vous serez statut TNS. Donc ça, c'est un critère qui souvent guide un petit peu
le choix que l'on fait en fonction de savoir si on prend SAS, SARL, mais pas que. Ça s'inscrit en général dans une réflexion globale. C'est le conseil dont on parlait tout à l'heure sur la situation du dirigeant. Quelquefois, dans les sociétés opérationnelles, ils sont déjà en TNS, ils ne veulent pas perdre le bénéfice de ce régime TNS. Donc, on fait passer les sociétés opérationnelles en SAS, typiquement parce que c'est beaucoup plus souple comme matériau juridique et d'investissement futur, tandis qu'on met la holding en SRL ou société civile pour garder ce régime TNS. En gros, vous m'excuserez si les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais au-delà de peu près 100 000 € de rémunération par an, le régime TNS est plus favorable, c'est-à-dire pour toutes les cotisations supérieures à 100 000 €, il y a moins de cotisations en TNS qu'en assignés travailleurs salariés. C'est un choix, donc, pour le chef d'entreprise, le dirigeant de la holding, de voir quel est ce qui est plus pratique pour lui. Je crois que c'était à peu près le point. Il y a un point sur lequel on ne va peut-être pas non plus rester trop longtemps, et j'en suis navré, mais je pense que chaque point qu'on pourrait évoquer pourrait durer une demi-heure. Et à partir de là, ça va devenir extrêmement compliqué. Il y a un point fiscal d'intérêt de la création de la holding. Je vais juste le citer vraiment en 30 secondes. Cette holding, si on laissait le schéma qui est à l'écran, où on voit le chef d'entreprise encore dirigeant et propriétaire de la société opérationnelle 1 et 2, chaque dividende, chaque revenu issu de ces sociétés opérationnelles va rentrer dans son patrimoine personnel, va générer de l'impôt, impôt sur le revenu, et on connaît tous les taux d'impôt sur le revenu. Et effectivement, il en faut, mais quelquefois, il est possible d'en laisser dans l'entreprise. C'est pour ça que le régime des holdings permet d'avoir un régime dit mère-fille. Dès que la holding a plus de 5% de la société opérationnelle, on peut bénéficier d'un régime mère-fille, ce qui fait que les dividendes ne sont alors imposés qu'à 5%, ce qui fait déjà un sacré avantage. Il y a un régime supérieur, va-t-on dire, quand il y a un taux de détention supérieur, 95%. Dans ces cas-là, bien entendu, il y a toujours cette histoire de dividendes avec les quotes-parts de frais et charges, mais il y a aussi surtout les reports déficitaires, à savoir, par exemple, dans notre schéma, nous avons la société opérationnelle 1, qui est la société la plus ancienne. La deuxième, c'est une nouvelle activité. Cette nouvelle activité peut être déficitaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le fait qu'elle soit détenue par la holding qui bénéficie du régime d'intégration fiscale dans la société opérationnelle 1 et 2 permet qu'on peut compenser le bénéfice de la 1 avec le déficit de la 2. Régime très utile, régime complexe. Vraiment, il faut s'entourer de professionnels pour le mettre en place et être sûr d'en maîtriser tous les aspects. Mais ce que je vous disais, je pense qu'il est compliqué aujourd'hui d'en faire plus long sans faire très long. Donc, on va se limiter à cette partie fiscale et à cette explication très simple, vous m'en excuserez, de ce point. Après, Lydia, je crois que nous partions à une deuxième partie en fait de ce webinaire sur l'utilisation finalement de la holding pour centraliser les services, on en parlait tout au début, et savoir comment, grâce à cette holding, on va pouvoir optimiser, non plus fiscalement, mais optimiser les services entre les différentes sociétés. Alors oui, c'est la technique des management fees. Concrètement et assez simplement, ça consiste en quoi? C'est l'associé holding, la société holding, qui va conclure un contrat avec ces sociétés opérationnelles, ces filles, un contrat de management fees, qui consiste en quoi? C'est la société holding va assurer des services. Alors, ça peut être, Laurent parlait tout à l'heure des services comptables, financiers, ressources humaines. En contrepartie, la fille va payer pour ces services. Alors, cette méthode présente plusieurs intérêts. Déjà, ça vous permet de réaliser des économies d'échelle. Ensuite, il y a un intérêt fiscal parce que les sociétés opérationnelles vont pouvoir déduire de leur résultat imposable le coût de ces services. Et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure pendant le LBO, mais cette technique du management fees permet aussi à la holding de faire remonter aussi de la trésorerie, qui lui permet également après de rembourser un crédit, etc. Donc, ça permet de faire remonter de l'argent plus haut. Voilà ce qu'on peut dire. Et, en revanche, c'est une technique très utilisée, mais il y a quelques points de vigilance sur lesquels on peut peut-être s'attarder quelques instants. Rapidement, c'est que ce n'est pas parce que c'est faisable qu'on peut le faire à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que les services rendus doivent vraiment
être rendu. C'est-à-dire que si la holding facture des services qu'elle ne rend pas, par exemple du juridique, de comptabilité, de la RH, comme il existe souvent comme des services centraux, il risque d'avoir quelques problématiques fiscales, d'URSSAF ou autres, qui viendraient lors d'un contrôle vous dire que ces management fees ne sont pas déductibles du résultat des sociétés opérationnelles, et donc tout le montage mis en place par les avocats, par exemple, ne peut fonctionner dans la réalité si l'opérationnel n'existe pas. Il y a un deuxième point qui est important aussi, c'est le prix. Le prix ne doit pas non plus être démesuré. Si effectivement le service juridique, on va dire pour ça, assuré par le holding, par exemple l'approbation des comptes, est facturé à la société opérationnelle 10 000 euros, chaque approbation de compte, ça va être compliqué à faire passer fiscalement. Donc il y a, au-delà de ce côté opérationnel, au-delà de ce prix fixé, vraiment des points d'attention importants. Dernier point plus délicat sur l'URSSAF, c'est un vrai distinguo entre la mission de direction de l'entreprise, qui est le rôle de la holding en tant que telle, puisqu'elle est souvent mandataire sociale des sociétés, on maintient l'écran opérationnel 1, opérationnel 2. Il faut quand même que cette prestation qui est facturée via la management fees puisse être vraiment identifiée et identifiable de façon différente de la fonction de gestion de la société. Donc, on revient vraiment à des services précis, comptables, juridiques, RH. Ça, pour le coup, pour les management fees, faites très, très attention. Il ne faut pas oublier que ça peut être aussi des conventions réglementées, qu'il faut avoir des critères très précis de prix, qu'il faut les remettre en assemblée générale, mais tout ça, ce sont des points qui se voient lors des approbations de comptes et du contrôle que l'on peut faire à ce moment-là de l'opérationnalité. C'est vrai que l'administration fiscale est très vigilante sur ce genre de mécanisme, sur ces contrats et regarde avec beaucoup d'attention. Au-delà des management fees, on peut dire deux mots aussi de la convention de trésorerie, je pense, je pense que c'est important et ça ajoute aussi un service rendu par la holding ou un service rendu à la holding. Alors, la convention de trésorerie, pool de trésorerie, c'est un mécanisme très, très utile dans les groupes de sociétés. En fait, la société holding va servir d'intermédiaire, de société pivot pour assurer la gestion des opérations de trésorerie au sein du groupe. Un exemple, vous allez comprendre très simplement, vous avez une société opérationnelle qui a une trésorerie excédentaire et à côté, vous avez sa sœur qui a plus de difficultés ou besoin d'un apport en trésorerie. Grâce à cette convention de trésorerie, on va pouvoir faire basculer la trésorerie d'une société à une autre de façon tout à fait légale et efficacement. Alors, encore une fois, il y a quelques points de vigilance. Simple acte normal de gestion, juste qu'il y a un intérêt à cette convention de trésorerie, que ce ne soit pas dans le seul intérêt de la holding, mais aussi l'intérêt de l'ensemble des sociétés ayant participé à cette opération. Encore une fois, règles fiscales assez précises, développements nombreux, mais points d'alerte, en tout cas, qu'on voulait vous citer sur cette convention de trésorerie très usitée dans les groupes de sociétés et surtout réclamée par les banques pour pouvoir centraliser le cash. Voilà, on va pouvoir passer à notre dernière partie, l'intérêt de la holding pour acquérir et gérer un patrimoine. Alors, sujet vaste, sujet qui nous occupe quasi quotidiennement, va-t-on dire, la fameuse opération de LBO, MBO, leverage buyout, parce qu'on ne sait pas faire en français dans cette matière. On va vous mettre un autre slide, effectivement. Attendez, je me permets, ça fait artisanal, mais c'est pas grave. C'est celui-ci. Voici. Donc, comme vous le voyez, cette partie de LBO, c'est simplement se dire qu'on a soit on est propriétaire d'une société et on a envie de la refinancer, à savoir je détiens 100% du capital de ma société, j'ai besoin d'avoir un développement, je prévois des acquisitions d'autres structures via ma société, j'apporte mes titres à cette holding, nous en parlerons un petit peu après, j'apporte mes titres à cette holding et des investisseurs arrivent dans la holding pour m'aider à faire et à supporter les futures acquisitions. Je peux faire
à cette occasion ce qu'on appelle du cash out, c'est-à-dire retirer une partie de la valeur, patrimonialiser à ce moment-là une partie de tout ce que j'ai créé précédemment, mais aussi en laisser dans la holding pour que les investisseurs demain puissent mettre de l'argent, c'est la partie investisseur, que des banques puissent prêter, les investisseurs investissent dans la holding sur du capital, de l'equity, c'est-à-dire mettre de l'argent dans la holding, tandis que les banques prêtent à la société. Ces deux types de concours permettent d'avoir un effet de levier, et je pense que Lydia va nous en parler un peu plus. Ces effets de levier nous permettront effectivement à la holding, d'acquérir une nouvelle société, de financer ce cash out et d'assurer le développement au final des sociétés opérationnelles. Alors, en effet, le LBO, c'est tout l'intérêt du LBO, c'est que c'est un montage qui repose sur 3 effets leviers. L'effet levier juridique, financier et fiscal. Alors, en quelques mots, pour essayer de vous les expliquer simplement, l'effet levier juridique, en fait, on s'appuie ici sur la différenciation entre la détention de capital et le pouvoir qu'on peut détenir au sein de la société. Par exemple, on peut détenir non pas une part majoritaire du capital dans la société, mais par le jeu de mécanismes juridiques tels que les actions de préférence ou autres outils juridiques, détenir un pouvoir très important au sein de la société. Par exemple, action de préférence, vous avez 30% du capital, mais un droit de vote double, qui vous donne un pouvoir considérable sur la prise de décision au quotidien dans la gestion de la société. L'effet levier financier, en une phrase, on pourrait dire que... C'est compliqué. On pourrait dire que le LBO permet d'accroître la rentabilité financière de la cible, ce qui n'aurait pas été possible sans l'endettement. Ça aide également à faire entrer plus d'investisseurs. Effectivement, le fait est que la société soit structurée holding et opérationnelle permet en général de doubler ses capacités d'emprunt. Et le dernier effet levier, c'est l'effet levier fiscal. Alors, Laurent en a parlé tout à l'heure. On revient sur le régime Murphy et régime d'intégration fiscale. La société holding, qui en général s'est endettée pour acquérir la cible, comment est-ce qu'elle va rembourser? Elle va rembourser puisque la société cible va faire remonter les dividendes. Et là, si vous êtes régime Murphy, vous aurez une exonération au niveau des impôts. Vous ne payerez que 5% de code, c'est 5% code part frais et charges sur les dividendes. Si vous êtes en intégration fiscale, vous êtes à 1% seulement d'imposition sur les dividendes. Je crois que l'intérêt est tout clairement exposé sur ce LBO, ce montage classique. Et effectivement, il n'y a aujourd'hui pas d'autres montages envisagés. On complexifie les outils d'investissement derrière, de valeurs mobilières, mais on reste sous ce format de holding qui se voit apporter les titres, qui se voit prêter de l'argent et qui voit des investisseurs, des fonds d'investissement ou des business angels arriver pour permettre le développement. On fera sûrement un autre webinaire sur les levées de fonds, mais pour l'instant, restons sur le LBO en tant que tel. Je vois que ça vous ravit d'avance. L'apport session? Alors oui, parfait, on est plutôt bien. Il nous reste 5 minutes. On est bien. Donc on va peut-être en parler pendant 3 minutes pour répondre aux éventuelles questions. Donc 3 minutes sur l'apport session. Ouais, là aussi, on peut vous en faire une demi-heure, voire plus. Oui. Ouais. Mais c'est aussi une question, pour être clair, c'est aussi une question quasi quotidienne, parce que vous l'avez vu qu'à chaque fois qu'on crée une holding, on ne la crée pas ex nihilo, on la crée à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, à partir de là, il y a forcément une question d'apport qui se pose, et l'apport cession, c'est un mécanisme particulier, plus fiscal. Mais allez-y, Lydia, pardon, je vous ai coupé. Alors, comment on peut le présenter? C'est assez simple. C'est le chef d'entreprise qui va décider, de créer sa société holding. Il apporte à la holding les titres qu'il détient dans sa société opérationnelle. Et à ce moment-là, se pose la question de la plus-value. Et donc, il ne sera pas imposé sur la plus-value d'import. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, l'intérêt fiscal de cette opération, c'est le différé de cette plus-value. Parce que quand il voudra céder ses titres, il va devoir payer. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous détenez en propre les titres, vous allez être imposé sur la plus-value de cession. C'est quoi cette imposition? C'est soit barème progressif, soit 30% de fiscalité.
Alors qu'avec l'import-cession, généralement, donc vous avez ce différé d'imposition sur la plus-value. Et bon, la plupart des clients, des entrepreneurs qu'on connaît qui utilisent ce schéma, leur objectif, c'est quoi? C'est qu'ils vont utiliser le gain tiré de la cession, et ils vont le réinvestir. Ils ont 3 ans pour le réinvestir dans une autre société opérationnelle afin de continuer à bénéficier de ce différé d'imposition. Des entrepreneurs qui veulent réinvestir dans le commerce après avoir vendu leur propre commerce. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant, surtout pour ces gens qui ont cet objectif-là, de réinvestir. De réinvestir. Et c'est aussi tout l'intérêt effectivement de la holding qui permet à partir d'une structure de réinvestir dans d'autres structures, de réinvestir dans d'autres structures à chaque fois qu'une plus-value se crée. Ou alors on tombe sur des start-upers qui font un gros coup en une fois et qui décident de tout arrêter. Mais ça, c'est une autre question, voilà. Effectivement. Je pense qu'on va essayer d'en terminer là sur l'apport-cession pour voir un petit peu les 57 questions. 57 on va quand même... Je vais me permettre juste 2 secondes de regarder les questions qui nous sont parvenues. Alors voilà, petite question, mais effectivement, pourquoi pas. Ici, en portable, c'est plus simple. Une holding peut-elle avoir une activité commerciale parallèlement à son rôle de holding? Merci de la question. Donc, comme j'ai parlé des holdings actives, des holdings passives, on appelle ça des holdings mixtes finalement. C'est-à-dire effectivement des holdings qui, au-delà de leur fonction de détention, de contrôle et de management fees, comme on l'a vu tout à l'heure, a aussi cette activité plus commerciale, c'est-à-dire qu'elle détient encore une activité dite opérationnelle et qu'elle a filialisé potentiellement d'autres activités au fur et à mesure. C'est comme ça souvent que ça se crée dans des groupes familiaux qui n'ont pas été structurés vraiment correctement à un moment donné, mais ça reste une holding mixte et elle peut bénéficier aussi du régime de mère-fille, du régime d'intégration fiscale, de toutes les manières, puisque le but étant de mettre en commun l'ensemble des revenus. Donc oui, c'est possible et ça s'appelle une holding mixte. Tant qu'à faire, on avait actif passif, maintenant on a holding mixte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère avoir correctement répondu. Alors, attendez, de la même façon, j'essaie de voir si... Alors, on a une deuxième question. Quel type de société est le plus adapté pour créer une société holding? Bon, on a un peu évoqué ce sujet tout à l'heure. Voilà, bon, un petit peu. C'est vrai que donc on a parlé du régime social du dirigeant, et comme je vous disais, le président d'une SAS sera assimilé salarié, donc plus de cotisations sociales. Le gérant majoritaire d'une SARL sera TNS. Donc ça déjà, on peut utiliser ce critère-là pour un petit peu commencer à trouver des pistes. Après, c'est vrai qu'une holding, ça peut être une société civile, mais une société civile, par exemple, elle ne peut pas émettre d'action de préférence. Donc, en fonction aussi du projet, c'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de séance, c'est une réflexion qui est assez globale. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Non, c'est une situation parce que, on discute comme ça, mais une holding qui a une vocation à faire un LBO, on est classiquement sur une SAS parce qu'il n'y a aucun investisseur qui viendra se mettre dans une SARL. Ce qu'on peut conseiller dans ces cas-là aux dirigeants, c'est de faire une holding de la holding, ce qui arrive aussi fréquemment, pour que lui-même ait sa SARL qui détiendra la holding, qui détiendra les sociétés opérationnelles, une cascade de sociétés à un moment donné. Mais si vraiment la personne tient absolument à ce régime, on peut faire effectivement ce montage comme on le fait classiquement, mais en tout état de cause, si une des volontés de l'entrepreneur est de développer, continuer de développer, voire de l'investissement, cet investissement se fera quasi obligatoirement à travers des sociétés de type SAS, SA très peu usitées. Ces derniers temps, on n'en fait quasiment pas. Il faut être clair, on est plutôt sur des SAS. Je crois qu'on est arrivé à 13h01, on a même débordé une petite minute. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour les questions. Ça prouve que ça suscite quelques sujets. Après, n'hésitez pas à nous faire passer aussi des sujets si vous voyez des points sur lesquels vous voudriez plus d'éléments de réponse qui pourraient faire l'objet d'un webinaire.
Nous, on essaye de trouver des sujets qui pourraient vous intéresser. Le plus souvent, malheureusement, ils sont un peu larges parce qu'on essaie d'avoir un auditoire le plus large possible et effectivement, le nombre de participants, c'est quand même plutôt sympathique. Néanmoins, si vous voulez nous passer des sujets, on est toujours preneur. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.